Troisième technique, les questions orientées. Ici, il y a un certain nombre d'exemples dans la vidéo que j'analyse. Je vous en donne deux. Et il y a un moment donné où elle va demander à quelqu'un si Lama est chez Talent Web, mais au lieu de demander chez quel label est-ce que le Lama Fâché se trouve, elle va dire le Lama Fâché, il est chez Talent Web, c'est bien ça. Elle va vraiment insister là-dessus. On va jamais poser une question totalement ouverte. Ou alors on va dire voilà, c'est bien lui, c'est bien Antoine Blanche-Mélion, c'est bien lui que vous avez affaire. Donc on va comme ça susciter la réponse qu'on cherche. Le cas particulier de la question orientée, en soi, est assez spécifique aux journalistes, puisque la plupart d'entre nous, notre communication publique ne tourne pas sur le fait de poser des questions. Une seule exception serait la police, en fait. Et c'est pour ça que dans la vidéo, je cite la série de Netflix Making a Murderer avec les fausses confessions. Et on sait que les fausses confessions, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, parce que sous la pression psychologique, il y a des gens qui craquent, et ensuite, il suffit de leur poser des questions orientées pour qu'ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est un petit peu comme le concept de la torture. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle la torture ne donne pas forcément les résultats que vous attendez, c'est parce qu'à un moment donné, la personne est prête à tout vous dire pour que ça s'arrête. Elle est prête à vous dire tout ce que vous voulez entendre, et donc vous avez tendance à confirmer vos propres idées ou tout simplement à recevoir de fausses informations. Donc c'est pour ça que les fausses confessions sont assez fréquentes, et les journalistes utilisent également beaucoup les questions orientées. Et je pense que l'exemple le plus marquant de ça, c'est une interview qui se trouve entre la journaliste Cathy Newman et le psychologue conférencier canadien Jordan Peterson. On a cette interview où elle est clairement partie pour montrer que Jordan Peterson est une personne horrible avec des idées indéfendables. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va constamment reformuler ses propos. Et c'était un mime à l'époque, so you're saying that. Donc, vous dites que, et elle reformule constamment sa position. C'est une technique qui est extrêmement puissante parce qu'une fois que vous reformulez la position de la personne a deux choix. Soit elle doit nuancer ce que vous dites. Et du coup, elle semble acquiescer à votre formulation scandaleuse de sa position. Soit elle doit démentir ce que vous êtes en train de dire. Alors, non, vous formulez mal les choses, vous déformez mes mots. Et d'un coup, elle semble totalement défensive et elle semble jouer sur les mots. Elle semble reformuler les choses. Ou alors la personne doit simplement s'énerver et dire mais arrêtez de me mettre des mots dans la bouche. Et du coup, elle perd sa contenance. Donc, le fait d'avoir ces questions orientées, ces questions reformulées, c'est extrêmement fort. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a une bonne vidéo là-dessus d'une chaîne qui s'appelle Charisma on Command. C'est en anglais du coup, mais qui analyse la manière dont Peterson arrive à se sortir de cette situation qui est au final extrêmement compliquée. Quand vous avez un journaliste comme ça qui vous pose des questions totalement orientées, c'est extrêmement difficile de vous en défendre et de vous en retirer. Mais bien plus souvent, les questions orientées ne sont pas vraiment un moyen de biaiser l'audience, mais de biaiser le marketeur en lui-même, en fait. C'est très facile, en tant que marketeur et entrepreneur, d'entendre qu'il faut parler à son audience et donc d'aller leur parler, mais de leur poser des questions qui sont tellement orientées qu'on falsifie nos propres informations. Donc, par exemple, si vous avez une idée et que vous allez parler à des gens, dire voilà mon idée, vraiment, ça fait longtemps que je travaille dessus, j'en suis super fier, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup d'espoir que ça puisse vraiment marcher. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi ? La personne, sur la base de cette émotion-là, cadré et sur la base de cette question, on va dire ouais, c'est une bonne idée, je pense que ça va marcher. La question que vous avez posée est trop orientée par rapport à l'enjeu personnel que vous en avez pour que la personne puisse vous donner une réponse honnête. À l'inverse, si vous dites à la personne voilà le produit que j'ai, voilà ce que ça fait, est-ce que tu veux l'acheter ? Voilà combien ça coûte. Tout d'un coup, la personne va devoir vous dire oui ou non, et la personne est beaucoup moins orientée vers le fait de vous rassurer et doit décider si elle veut vraiment acheter et mettre son argent là-dedans. Et d'un coup, vous allez avoir de la vraie info, de la vraie hésitation, de la vraie objection. Une version moins confrontationnelle, mais qui est aussi relativement efficace, c'est j'ai ce produit, je sais que c'est pas encore parfait, il me faut encore des retours. Toi, si tu voyais aujourd'hui ce produit en l'état, dans un magasin par exemple, qu'est-ce qui ferait que tu hésiterais à l'acheter ? Et là, la personne va dire peut-être que je m'inquiéterais de savoir si le produit va être assez durable, si c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser ou si c'est quelque chose que je vais utiliser 2 fois et puis je vais le laisser dans un placard. Et donc, vous avez eu une vraie info sur la manière dont vous pouvez surmonter cette objection et mieux présenter votre produit, mieux présenter son usage. Donc, la question que vous allez poser, bien sûr, va largement influencer la réponse que vous voulez avoir. Et si vous-même,
dans votre inconscient, vous avez vraiment envie forcément d'avoir une réponse qui est positive, vous pouvez très facilement biaiser la recherche de marché que vous allez faire. C'est pour ça que tout ce qui est sondage, par exemple, c'est bien connu que sur un sondage, la question qui est posée est primordiale et que reformuler la même question d'une manière à ce que sur le papier, ça dise la même chose, mais dans la perception des gens, c'est différent, mais sur le papier, ça dit la même chose, vous allez avoir des résultats qui sont différents. Donc, ça vous montre l'importance de la formulation de la question et le fait que si vous êtes en train vous-même de faire vos propres recherches sur votre propre projet, vous allez facilement biaiser les informations. Une autre idée, c'est de poser les mauvaises questions, carrément les mauvaises questions. Donc, par exemple, si vous êtes en train de monter un business et vous venez me voir et dites, voilà, Stan, je voudrais savoir quelle est la meilleure stratégie pour faire décoller ma chaîne YouTube. Si ça se trouve, la meilleure stratégie, c'est ne pas de faire une chaîne YouTube, mais de commencer par prospecter des clients un par un, d'aller toquer à des portes, d'aller décrocher votre téléphone, d'aller envoyer des emails. C'est forcément moins sexy que de faire des vidéos et de vous dire que vous allez avoir du revenu passif, mais c'est peut-être la meilleure manière de démarrer. Mais si la seule question que vous vous posez, c'est « Ok, quelle est la meilleure stratégie pour réussir sur YouTube ?» vous ne pensez pas forcément à la question de dire « Est-ce que je devrais être sur YouTube ou est-ce qu'il n'y a pas une manière plus rapide de faire ?» Et en vous posant les mauvaises questions, vous allez avoir les mauvaises réponses. Un autre exemple, et on revient sur un exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais c'est les sondages sur le web. Quand vous faites un sondage sur le web, la meilleure manière, c'est toujours faire des questions qui sont ouvertes. Parce que si vous demandez à la personne, choisissez votre principal problème dans cette liste à choix multiples. Et que vous remarquez par exemple que 55% des gens ont choisi l'option A, vous pourriez facilement conclure que ça veut dire que l'option A, c'est le problème principal sur lequel vous devez axer votre produit. Et généralement, c'est faux. Pourquoi ? Parce que le fait que sur l'audience que vous avez citée, la plupart des gens ont cliqué sur A, ça vous dit rien sur le niveau de motivation. Ça se trouve, les 55% qui ont choisi l'option A, c'est l'option couille molle, c'est l'option, voilà, je sais pas trop quoi dire, je vais dire A parce que ça m'a l'air plus ou moins ce qui est proche de ce que je veux. Mais si ça se trouve, les gens qui ont un vrai problème, les gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème, c'est les 15% qui ont choisi l'option B. Peut-être que vous avez oublié une option C qui aurait gagné si elle avait été proposée. Ou peut-être que A, c'est pas exactement ce que les gens veulent, mais c'est le plus proche. Donc, comme vous leur laissez pas l'option de s'exprimer, ils vous donnent le plus proche. Et vous avez l'impression que c'est totalement confirmé, c'est ça, je vais aller à fond dessus. Alors qu'au final, c'est pas exactement ça, mais c'est plus ou moins dans la bonne direction. À l'inverse, si vous commencez à dire une question totalement ouverte du type « Quel est votre principal blocage dans ma thématique ?» Vous allez pas biaiser les gens sur la question. Le seul biais dans cette question, c'est de suggérer que les gens ont un blocage. Mais forcément, de toute manière, s'ils n'ont pas de blocage, ils n'ont pas de problème, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de produit à avoir. Donc, le biais qui est introduit est très léger. Quel est le principal blocage dans ma thématique ? Vous allez comprendre la manière dont les gens expriment leurs problèmes, la manière dont ils y réfléchissent, les mots qu'ils utilisent, le langage utilisé, etc. Et là-dessus, il faut comprendre le principe psychologique que j'ai utilisé en fil d'aiguille, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai utilisé derrière les coulisses dans l'ensemble de cette section, en fait, c'est le biais de confirmation. On en a parlé de nombreuses fois. Biais de confirmation, vous avez tendance à spécifiquement chercher les informations qui confirment ce que vous pensez déjà et à interpréter de nouvelles informations de manière à confirmer ce que vous pensez déjà. Et ici, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez contrecarrer ce biais de confirmation qui est une tendance naturelle et universelle de l'esprit humain, une bonne pratique, c'est d'aller spécifiquement chercher des informations qui sont contraires à notre idée de départ. Parce que les informations qui confirment ce que vous pensez déjà, vous allez les trouver naturellement. Par contre, vous n'allez pas naturellement aller chercher les informations contradictoires. Et donc, il faut se forcer pour les trouver. Est-ce que j'utilise cette technique des questions orientées dans ma vidéo sur How What the Fake ? En un sens, oui. Disons qu'un corollaire de la technique des questions orientées, c'est la technique des citations orientées. C'est-à-dire que quand je parle de la vidéo d'Odd What the Fake, je veux parler d'une certaine technique, je montre les extraits qui correspondent à ma technique. Donc, en un sens, j'oriente la conversation sur les choses qui correspondent à mon sujet. Les gens m'ont dit, voilà, t'as pas parlé du passage où Aude va parler à un avocat pour dire que le lama, il fait des faux concours, parce que je n'ai rien à dire sur ce passage. Donc, c'est vrai que vous voyez la différence entre les deux. Quand, par exemple, Aude va pouvoir faire un live d'1 heure, et j'en parlerai plus tard, la partie drama, on y arrive plus tard, mais Aude va pouvoir faire un live d'1 heure où elle va débriefer sur la vidéo, sans jamais, à un seul instant, parler des erreurs factuelles qui sont dans la vidéo, ou du fait que peut-être elle aurait peut-être pas dû balancer le nom de quelqu'un sans avoir trop de preuves. Elle peut ne pas en parler une seule seconde, puisque personne n'est là pour lui poser des questions orienté vers le sujet. C'est aussi le rôle du journaliste de l'interview, et en l'occurrence, le rôle d'un journaliste dans une interview,
c'est justement de poser un petit peu ces questions, puisque sinon, on aurait pu juste donner l'antenne libre à la personne et un politicien pourrait s'exprimer et faire son discours. Et on comprend que dans une interview, on aura une chose qui est différente, puisqu'on ira chercher certains sujets, on va forcer la personne à rester sur un sujet. Donc, dans ma vidéo, en étant sélectif sur les informations que je montre, forcément, j'utilise ce biais de sélection, c'est tellement inévitable. Et c'est un truc qui me gêne le plus dans ce travail, d'ailleurs, parce que toutes les vidéos que je fais font le choix d'avoir un certain point de vue, de montrer un certain élément, et ne peuvent pas être exhaustives, puisque si je citais l'ensemble du travail, j'ai fait une vidéo sur PNL, l'ensemble des vidéos de PNL, et j'analysais l'ensemble de tout ce qu'ils faisaient dans toutes leurs vidéos, ma vidéo serait un fouillis et serait irregardable. Donc il y a forcément une sélection, et je pense que c'est là où le principe... C'est le biais qui est inévitable d'introduire dans une vidéo de ce type, et c'est aussi un biais qui est extrêmement puissant et qui est invisible, en fait, puisque c'est très compliqué, et c'est pas le cas dans la vidéo d'Aude. Mais mettons que dans la vidéo d'Aude, il y avait un biais de sélection significatif sur, par exemple, les vidéos du lama fâché. C'est très compliqué de montrer, voilà, cette personne a eu un biais de sélection et a sélectionné ce qui l'arrange, puisque, évidemment, la personne est obligée de sélectionner quelque chose. Qui suis-je pour dire qu'elle aurait dû sélectionner une chose plutôt qu'une autre? Donc, le biais de sélection, c'est quelque chose qui est à la fois invisible et très difficile à démontrer, et en plus, extrêmement puissant, puisque vous pouvez condamner quelqu'un par ses propres mots, surtout si vous le combinez avec les biais dont j'ai parlé avant, notamment le cadrage émotionnel et sortir quelque chose hors contexte. C'est un des principaux problèmes d'un youtubeur comme PewDiePie, par exemple, qui a énormément de contenu, et si vous creusez dans son contenu, vous pouvez facilement trouver des choses, sortir hors contexte et dire à peu près ce que vous voulez de lui. Vous pourrez dire que c'est un sale capitaliste ou que c'est un communiste aussi facilement, voilà, et rendre la chose totalement persuasive pour les gens qui n'ont jamais vu une vidéo d'origine de PewDiePie. Dans mon cas, j'essaie de partir dans une vidéo comme celle-là du principe que mon spectateur, visiteur a vu ou alors va aller voir la vidéo que j'analyse et que je critique, et ce qui fait que le biais sera corrigé par le fait que la personne ira à la source, ce qui n'est pas toujours possible. Notamment, j'ai fait une vidéo moi sur PewDiePie. PewDiePie, vous ne pouvez pas aller voir toutes ces vidéos et vous faire une idée sur le personnage. Donc, je peux vraiment vous montrer ce que je veux sur PewDiePie, et je peux confirmer n'importe quelle théorie sur PNL aussi, sur Thibaut InShape, Squeezie. On pourrait vraiment monter un dossier à charge que les personnes qui n'ont jamais suivi la personne en question trouveraient totalement convaincant. Maintenant, est-ce que c'est ce que je fais sur Aude What the Fake? En un sens, le fait que je me concentre que sur une seule vidéo, c'est une force et une faiblesse, dans le sens où je vous analyse cette vidéo en profondeur et je ne pense pas changer la teneur de la vidéo d'origine, mais est-ce que je fais justice au fait que par le passé, Aude a fait plein de vidéos où elle n'a pas accusé d'innocent? Donc voilà, je dis clairement que je me concentre sur une seule vidéo. On pourrait dire c'est dommage de ne pas avoir rendu hommage à toutes les bonnes choses qu'elle a fait par le passé. Après, encore une fois, il faut faire un choix, et je pense que quand on est journaliste, il y a quand même un niveau de standard qui fait que même si généralement on fait du bon boulot, de temps en temps, voilà, j'ai accusé un innocent, c'est pas très grave, il y a des dommages collatéraux. Je pensais pas que c'était acceptable, et donc je pensais pas que c'était malhonnête de ma part de faire une vidéo qui dénonçait ça. Inversement, imaginez que vous faites une vidéo sur un youtubeur humour pour dire qu'il n'est pas drôle, ça serait un peu malhonnête de prendre la vidéo la moins marrante qu'il a fait, de dire c'est vraiment de la merde. Ça se trouve, ce jour-là, il n'était pas drôle, il n'était pas en forme, il avait la grippe, son grand-père était malade, on ne sait pas. Ouais. Donc, le choix de savoir si la sélection d'une vidéo pour l'analyser et montrer une faiblesse est justifiée pourrait se défendre, et c'est clair que c'est contextuel. Et je pense que dans ce cas, sur un journaliste qui fait cette vidéo, et en plus, c'est de loin la plus grosse vidéo de la chaîne d'Aude What the Fake, je pensais qu'il y avait quand même des manquements qui étaient significatifs et qui valaient la peine d'être analysés. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.